Bonjour à tout le monde, je m'appelle Terry Lambert et je présente aujourd'hui quelques études qui ont été premièrement données à Fidji fin mars, début avril. Le ministère Islands of the Sea a eu son meeting annuel et TMW avec l'ancien Parminder ont visité l'île. Mais à cause de météo mauvaise, il n'y a pas eu la possibilité d'avoir des réunions Zoom ou d'enregistrer les réunions. Donc les pensées que j'ai partagées durant ce camp meeting, je les enregistre aujourd'hui pour vous les présenter au mouvement pour considération. Ce ne sont que mes pensées, ce ne sont pas des positions du mouvement. Et j'invite donc la discussion et le retour de votre part. Mes pensées aujourd'hui donc sont sur la loi du dimanche. Nous allons donc commencer par la prière. Notre cher Seigneur qui est au ciel, nous savons que les prophètes ont regardé ce temps et ont désiré vivre en ces jours. Et pourtant nous voilà très privilégiés et nous sommes également reconnaissants, mais nous prions pour ta direction. Aide-nous à utiliser les outils que tu nous as donnés avec sagesse et comprendre le temps dans lequel nous vivons et ce que demain nous apportera. Rends-nous prêts donc, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons donc commencer aujourd'hui avec une petite révision d'Acte 27. J'ai donc tiré les lignes sur le tableau. Acte 27 est une parabole en deux parties. Alors, c'est une histoire de deux navires. Deux navires prennent deux voyages différents et nous donnent ainsi deux lignes. Nous comprenons que cette histoire dans Acte 27 est une parabole, en deux parties. Lorsque nous pensons donc aux paraboles, notre passage clé, c'est Matthieu 13, versets 34 et 35, où il dit « Jésus dit toutes ces choses à la multitude en paraboles et ne leur en parlait pas sans paraboles. » Matthieu 13 contient en fait 8 paraboles. Elles sont toutes des illustrations du royaume du ciel. Mais les 7 premières sont un peu différentes de la dernière, la 8e. La dernière parabole parle des enseignements présents dans le royaume des cieux. Nous comprenons donc que le royaume des cieux est ce mouvement. Et la parabole numéro 8 présente comment les enseignements de ce mouvement sont présentés, sont enseignés. Donc Matthieu 13, verset 52 nous dit « Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe qui est instruit dans le royaume du ciel est semblable à un homme qui est un maître de maison, qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. » Donc nous savons que l'enseignement du mouvement, du royaume des cieux, viennent en deux parties. Et ces deux parties forment un ensemble. Des choses anciennes, des choses nouvelles. Lorsqu'on regarde ces deux lignes, elles illustrent très clairement ce principe. La première ligne commence au temps de la fin, 1989. Et il y a des choses nouvelles là qui sont présentées. Qu'est-ce qui se passe au temps de la fin? Le livre de Daniel est décellé. Mais qu'est-ce qui est décellé? C'est les chapitres 11 et 12. Et ensuite, notre deuxième ligne, ce sont les choses anciennes. C'est le temps de la fin, donc le livre de Daniel est décellé. Mais qu'est-ce qui est vieux là-dedans? Qu'est-ce qui est ancien? Daniel 8 et 9. Donc chaque scribe qui est instruit dans le royaume de Dieu doit joindre ces deux enseignements de Daniel ensemble, donc des choses nouvelles et anciennes. Nous ne devons jamais oublier que le temps de la fin, c'est le décellement du livre de Daniel, et que ce décellement nous amène jusqu'à la fin de la ligne. Donc acte 27, choses nouvelles et anciennes, est d'accord avec le principe de Matthieu 13, 52. Lorsque ces deux lignes sont comparées, nous voyons qu'elles représentent la même chose, les institutions des États-Unis et de l'adventisme. Un navire ou une ligne, le navire d'Adramite, nous présente l'image d'un mauvais bateau. Adramite veut dire demeurer dans la mort. Donc il est mort, il a eu l'opportunité d'être vivant au temps de la fin, mais il a choisi de rester dans sa condition actuelle. Cette ligne nous amène de 1989 au cri de minuit, au Panium, et ensuite nous voyons son renversement progressif qui conduit à la loi du dimanche.
Ensuite, nous allons à notre deuxième ligne, deuxième bateau, le navire d'Alexandrie, protecteur ou défenseur du peuple. Et cette ligne nous ramène en 1798 et l'histoire de comment ces institutions ont été suscitées pour protéger et défendre le peuple de Dieu. Mais au milieu de la guerre civile 1863, à Cnide, ils sortent de leur chemin et n'y retournent jamais. 1989, dans la première ligne, nous voyons que c'est là la répétition de la parabole des 10 vierges. C'est l'histoire des sages. Paul dit au peuple présent sur le navire qu'ils sont en danger, que s'ils continuent sur le chemin qu'ils ont décidé de prendre, que leurs vies seront en danger. Ces avertissements sont ignorés à Césarée et également à Lasée, dans le deuxième bateau. Parce que tout le monde, depuis 1989, est content. Il y a un vent du sud qui souffle. Et le vent du sud, c'est un vent très, très doux. Rien ne l'empêche. Mais il devrait y avoir... Ce vent aurait dû être un avertissement du vent de l'Est qui doit arriver par la suite. Ils auraient dû s'attendre à ce que le vent de l'Est arrive, que nous voyons à Euroclydon, et nous comprenons que c'est l'arrivée de l'islam radical dans l'histoire. Le vent d'Est est un vent tempestueux. Le vent d'Est frappe le bateau et donc les planches se désintègrent. Et le Noé dit donc qu'il y a beaucoup de bruit et que le bateau commence à couler. La menace, c'est que le bateau va être inondé d'eau. Qu'est-ce qui va donc empêcher le bateau d'être inondé? Nous savons qu'ils doivent soutenir le navire avec des cordes et nous comprenons que cela est ligne sur ligne. Corde sur corde, ils vont tirer ces planches ensemble pour que le bateau soit intact. Notez ici que ce qui empêche l'inondation, ce sont la ligne sur ligne. Ce qui garde le peuple en sécurité, ce sont ces cordes ou ces lignes. Nous arrivons à Raphia, où Paul reçoit un message, un avertissement. Un avertissement commence pour le navire, il va être naufragé. Et ensuite, la 14e nuit à minuit, ils peuvent voir que le naufrage est proche, ou ils peuvent voir la terre pas très loin. Acte 27, 27. J'ai mis le cri de minuit, mais on peut mettre minuit également. À minuit, il y a un cri comme quoi le naufrage est visible et présent. Le navire ou alors l'institution va être naufragée. C'est à ce moment-là que les soldats coupent les lignes. Donc là, l'inondation est inévitable cette fois-ci. Ils ont fait tomber leur ancre et mesuré à quel point ils étaient proches de la terre. Ils réalisent qu'ils sont de plus en plus proches et ils vont attendre le matin jusqu'à atteindre finalement la terre et que le naufrage soit fini. Entre le cri à minuit et le matin ou le naufrage, quelle information importante est-ce que Luc va nous présenter? Dans Acte 27, Acte 27, 37, il nous est dit qu'il y a 276 âmes présentes sur le bateau. Ce qui serait vu de manière ordinaire comme un peu une information au hasard va nous ouvrir un univers d'informations et de connaissances. Nous allons donc enlever 3 personnes de ce nombre. Paul, Luc et Aristote, et nous avons donc 273 personnes qui restent. 273 quoi? 273 Lévites, ou le deuxième groupe présent sur le bateau. 2 groupes sont sur le bateau, et un des groupes, le Nétinien, sont sur la terre ferme. Le deuxième groupe, nous allons dans Nombre 3, nous comprenons qu'au début de l'Israël ancien, il y avait 273 Lévites en moins qui manquaient pour que le chiffre nécessaire soit complet. Et donc à la fin de l'Israël moderne, ce nombre sera complet, 273 étant le nombre que nous avons assigné donc aux Lévites.
Donc là, c'est une chose que une des choses que nous faisons avec ce nombre. Il nous donne des informations sur les Lévites, mais nous continuons à utiliser ce nombre en tant que symbole, et nous allons cette fois-ci dans 273 avant Jésus-Christ, dans l'année. Et là, c'est l'histoire de Daniel 11, verset 4. La cassure du royaume d'Alexandre le Grand, la division de la Grèce, Alexandre le Grand meurt, et cela nous ramène dans cette histoire où nous verrons la complexité qui nous donnera cette fois-ci plus d'informations sur notre temps. Donc, 273 avant Jésus-Christ. Je dessine donc la ligne en dessous, cette fois-ci un peu plus grande. Qu'est-ce qui se passe en 273 avant Jésus-Christ? Eh bien, nous savons qu'en moins 275 se passe la bataille de Beneventum, qui est également la bataille que nous connaissons comme étant la bataille de Panium. Nous pouvons également noter la bataille de Beneventum ici sur la ligne d'au-dessus, 275 avant Jésus-Christ. C'est là donc où les Romains vainquent Pyrrhus et ses alliés et le font sortir d'Italie. Donc on est retourné dans l'histoire, cette fois-ci de Pyrrhus. Nous voyons le développement des 4 généraux avec la défaite de Pyrrhus. Et cela remplit pour nous cette histoire de la division de la Grèce. Les Romains donc vainquent Pyrrhus, ils le font sortir d'Italie et le monde commence à considérer Rome. Cette date ici marque l'arrivée de Rome sur la scène mondiale. Je vais partager donc mon écran et nous allons lire une citation avec laquelle nous sommes familiers. Ce qui propulse Rome sur la scène mondiale, c'est la guerre à la Pyrrhus, qui se déroule entre 280 et 275 avant Jésus-Christ. Gary Forsyth, dans son livre Une histoire critique de la Rome critique de la préhistoire à la première guerre punique, il dit ceci. La défaite de Pyrrhus par Rome était une déclaration claire au reste du monde méditerranéen antique que les Romains arrivaient sur la scène mondiale de la guerre et de la politique de puissance, et la reconnaissance de ce fait n'a pas tardé à venir. En moins 273, le roi d'Égypte Ptolémée II Philadelphe envoya des ambassadeurs à Rome afin d'établir des relations diplomatiques amicales avec le vainqueur de l'Italie. Les Romains leur rendirent l'appareil en envoyant leurs propres ambassadeurs en Égypte, Q. Fabius Maximus Gurge, N. Fabius Pictor et Q. Aulginius Gallus. Cette délégation en Égypte devait toutefois être dirigée par Gurge, qui avait été 2 fois consul, censeur, triomphateur, et était peut-être le princeps senatus au moment de l'ambassade. La guerre de Pyrrhus prit fin en 272 avant Jésus-Christ, lorsque Tarente se rendit à Rome et rejoignit de nombreux autres États italiens pour devenir un allié romain. Donc c'est tiré du livre Une histoire critique de la Rome primitive, Gary Forsyth. Donc nous notons 275 avant Jésus-Christ. Rome vainc Pyrrhus, donc ici. Il est ôté, donc il est enlevé, conduit à sortir de la péninsule italienne, 273 avant Jésus-Christ cette fois-ci. C'est l'Égypte qui envoie une délégation à Rome. Et 272 avant Jésus-Christ, Rome envoie cette fois-ci une délégation en Égypte. Nous savons que Pyrrhus... Non, premièrement, nous notons la bataille d'Argos. Où Pyrrhus meurt. J'ai mal épelé cela.
Ok. Et nous notons également la délégation qui va en Égypte cette fois-ci. Quintus Fabius, Maximus Gurge. Alors, nous marquons 275 comme étant 2021. La bataille de Beneventum, la bataille de Panium également, et 275 avant Jésus-Christ. Dans les études précédentes, a été noté que 273 était marqué par le 24 juillet 2022. Nous appelons cela l'accroissement de la connaissance. Et les événements, l'événement c'est Dobbs versus alors, l'organisation de santé des femmes, désolé, j'oublie le nom exact de cette affaire. Ça me reviendra. Donc, nous voyons en tout cas le reversement de Roe versus Wade. Ensuite, nous notons ici que là, c'est la loi du dimanche. Et nous notons également que Tarente chute ici en 272 avant Jésus-Christ. Pyrrhus est conduit à sortir de la péninsule italienne 275 avant Jésus-Christ, mais il laisse un bataillon à Tarente. Il faut arriver en 272 avant Jésus-Christ pour que Tarente chute et que Rome ait le contrôle plein de la péninsule. Rome donc gagne. Ptolémée le deuxième d'Égypte établit des relations diplomatiques et une amitié avec Rome. Rome retourne la faveur. Pourquoi donc est-ce que nous attachons ce nom ici à la loi du dimanche ou au naufrage? Nous avons pris son nom ici, Maximus, Gurgis, comme étant l'inondation maximum, le déluge maximum. Alors, Gurgis, ça veut dire gonfler comme un tourbillon, engloutir comme un déluge. Pourquoi est-ce que nous associons le déluge avec la loi du dimanche? Nous savons qu'une loi du dimanche, donc nous avons Daniel 11, 41 pour la loi du dimanche, il entrera également dans le pays glorieux et beaucoup seront renversés. Donc ce verset lui-même ne mentionne pas un déluge, mais il mentionne que les beaucoup seront renversés. Donc nous mettons les deux ensemble et nous comprenons ainsi que les beaucoup seront renversés par un déluge. Mais pourquoi est-ce que nous associons le déluge avec la loi du dimanche? Alors, il y a deux références prophétiques que je voudrais réviser un petit peu rapidement. Nous allons aller dans Daniel 9 et Apocalypse 12. Alors, je vais aller chercher ma Bible. Ok. Alors, révision rapide de Daniel. Je comprends que Daniel a eu sa première vision dans le chapitre 7. Daniel 2 était le rêve de Nebuchadnezzar. Daniel 7, il a eu la vision des 4 royaumes prophétiques. Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Et la question qu'il se pose sur cette vision, c'est qu'il veut comprendre la vérité sur la quatrième bête. C'est cette quatrième bête donc qui l'intrigue. Il peut comprendre éventuellement le lion et l'ours, il peut les voir. Mais c'est vraiment la quatrième bête qu'il veut plus comprendre et avoir ainsi une explication là-dessus. C'est donc Daniel 7. Lorsqu'il a la vision de Daniel 8 et qu'il arrive à la fin donc de ce chapitre, on arrive à une conversation entre Christ et Gabriel sur les jours, sur le timing. C'est le temps qu'il ne comprenons pas ici. Il veut donc comprendre le temps et il veut comprendre la vérité sur la quatrième bête.
À la fin donc de Daniel 8, parce qu'il ne comprend pas, il est malade. Et qu'est-ce que cela représente? Cela représente la condition laodicéenne. La raison pour laquelle il ne comprend pas, c'est parce qu'il est laodicéen. Nous savons à partir d'Ésaïe 1 que la maladie représente cette situation laodicéenne de la tête aux pieds. Et Daniel fait vraiment partie de ce corps. Il est aussi laodicéen que le reste des autres deux. Qu'est-ce qu'il va faire donc pour sortir de cette condition laodicéenne? Qu'est-ce qu'il va faire dans Daniel 9? Ne me dites pas qu'il prie. Il prie, oui, c'est sûr, même c'est sûr qu'il le fait. Mais il étudie. Il retourne dans les livres pluriels. Il retourne dans le livre de Jérémie, parce qu'il nous est dit qu'il comprend les 70 semaines. Et il va donc dans le livre de Lévitique, parce qu'il le cite dans sa prière. Ainsi, il comprend pourquoi il y a les 70 semaines qui existent. Une fois que cette connaissance est obtenue, il doit prier la prière de Lévitique 26 pour le faire sortir de cette situation laodicéenne, pour enlever cette malédiction et reconnaître qu'il est tout autant, il fait partie du problème tout autant que tous les autres. Nous avons péché, nous avons mal agi. Une fois qu'il a fait cela, alors Gabriel peut venir et lui donner un accroissement de la connaissance. Il lui donnera des compétences pour comprendre. Qu'est-ce qu'il veut comprendre, bien sûr? La vérité sur la quatrième bête et le temps, les 2300 jours, la prophétie de temps. Ce qu'il reçoit donc cette fois-ci, c'est un point de départ. Si on retourne dans Daniel 9, ce que Gabriel va donc lui donner, c'est de la sortie du commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem. Nous avons donc 457 avant Jésus-Christ. Ça, c'est notre point de départ. Et nous sommes au verset, cette fois-ci, 25. Une fois qu'il a ce point de départ, alors il peut savoir les 70 semaines. Les 70 semaines vont l'emmener en l'an 34. Alors, je revois l'information que Daniel 9 va permettre à Daniel de comprendre. L'an 34, c'est donc les 70 semaines. Il est dit, verset 25, depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Donc on a 69 semaines qui nous amènent donc à l'an 27. Ça, ce sont les 69 semaines qui nous donnent une semaine qui reste. Les rues et les murailles seront rebâties et ce en des temps difficiles. Il a fallu 7 ans, donc là nous avons 7 ans et là il y a 62. 7, c'est la reconstruction des murs et des murailles et les 62 semaines, c'est le reste. Pour nous amener cette fois-ci aux 69 semaines, comme il l'est dit donc, au verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et non pas pour lui. Donc le mot-clé ici, c'est après. Après les 62 semaines. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Nous savons qu'après cela, donc, il va être retranché, mais on ne sait pas exactement quand encore. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Qui est le prince? Le prince, c'est Titus. Le peuple, c'est son armée. Ils vont détruire le temple et le sanctuaire en l'an 70. Et la fin de cela sera avec débordement ou déluge. Et la fin de la Rome païenne sera avec un déluge. Nous notons cela comme étant 538. Et ici, on voit le déluge. Et ensuite, il est dit, et les désolations seront déterminées jusqu'à la fin de la guerre. Donc, il y a des désolations à la fin de la guerre. La fin de la guerre, c'est 1798, et nous voyons la désolation ici présente. Ensuite, cette histoire va être répétée.
Verset 27. Et il confirmera l'alliance avec beaucoup pendant une semaine. Donc là, c'est notre semaine ici qu'on voit. 7 ans, cette année. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Le milieu de la semaine, c'est l'an 31. Ça, c'est le après 27, lorsque le Messie est retranché. Et à cause du déploiement des abominations, il la rendra dévastée. Quelles sont les abominations donc qui rendra la ville et le sanctuaire dévastés? C'est la continuité des sacrifices dans le temple et à Jérusalem après la mort du Messie. Tout cela aurait dû se terminer en l'an 31, antitype, mais parce que Christ a été rejeté, cela va continuer. À cause de ces abominations, Rome et leur armée vont détruire la ville et le sanctuaire en l'an 70. C'est la conséquence de la continuité du travail du sanctuaire et le retranchement du Messie. Donc là, ce sont les abominations, la dévastation avec les armées abominables, comme on peut lire parfois dans les notes. Le déploiement des abominations apporteront des punitions sur Jérusalem pour ces abominations. Même jusqu'à la consomption. Donc Rome et son armée vont continuer à désoler jusqu'à la consomption. C'est quoi la consomption ou la consommation? Qu'est-ce que ça veut dire de consumer quelque chose? On consume un mariage lorsqu'un mari ou une femme, ou les deux partenaires, couchent ensemble. Donc la consommation, c'est ce déluge ici en l'an 538. La Rome païenne fait son travail avec ses armées abominables jusqu'à 538. Là, c'est cette consommation que nous comprenons comme étant l'Église et l'État. C'est ce mariage présent. Et ce qui est déterminé sera versé sur le désolé. Une note de marge me rend les choses un peu plus faciles en me disant et ce qui est déterminé sera versé sur le désolé, sur le désolateur. En gros, ce que le désolateur a envoyé reviendra sur lui. C'est qui la puissance désolatrice? C'est la papauté. Elle sera donc désolée en 1798. Donc à nouveau, nous voyons la désolation à la fin. Nous voulons donc noter ici qu'il y a un déluge ici en l'an 538. Il est également connu comme étant la consommation, l'union de l'Église et de l'État. En 538, nous savons que en 533, Justinien passe un décret comme quoi le pape de Rome, c'est la tête de toutes les églises et le correcteur des hérétiques. Donc le pape de Rome reçoit de l'autorité. Donc elle avait déjà de la puissance, mais en 538, qu'est-ce que Justinien fait au concile d'Orléans? Il va réaffirmer la loi du dimanche de Constantin. La loi du dimanche de Constantin, c'était 321. Ensuite, c'est réaffirmé ici en 538. Donc, nous pouvons noter une loi du dimanche ici. Et en fait, c'est la loi du dimanche de Constantin avec quelques amendements. Ou comme quoi, maintenant, on peut voyager, cuisiner, nettoyer un dimanche, mais malgré tout, c'est malgré tout une loi du dimanche. Cela marque donc une transition de l'Empire romain païen à l'Empire romain saint, au Saint-Empire romain. Un autre nom pour cela,
que les théologiens utilisent, c'est Césaro, le papalisme, le papisme césaréen. Et la personne au centre de cela n'est pas le pape en fait, c'est Justinien. Justinien a fait beaucoup de choses avec les lois romaines et il va utiliser ces lois romaines maintenant pour obliger et persécuter ceux qui ne sont pas d'accord avec sa théologie. Donc en fait cela marque là où Justinien change d'être donc la tête de l'État, mais également un théologien. Il va même étudier et écrire des papiers sur la nature de Christ et des choses comme ça. Donc 538 marque non seulement un changement dans le royaume, mais également marque un changement dans le roi. Et le roi, c'est Justinien. Donc c'est ce déluge ici, un déluge de loi qui inclut la loi du dimanche. Il y a cette combinaison de l'Église et de l'État. Et c'est ce qui va emporter l'Église de Dieu, à moins qu'elle ne fuit dans le désert. Elle va donc fuir dans le désert ici, chercher de la sécurité, elle va y se cacher. Nous allons maintenant aller... Non, nous allons aller dans Apocalypse verset 12. Apocalypse 12, pardon. Apocalypse 12, c'est l'histoire de l'Église chrétienne qui commence avec un symbole d'une femme. Nous comprenons que ces symboles ne sont pas des symboles idéaux. Ce sont des symboles patriarcaux. Il y a une raison pour laquelle l'Église est représentée en tant que femme. C'est le vaisseau le plus faible et n'a pas le pouvoir de l'État. Donc nous allons parler de l'Église ici uniquement, donc, et pas la femme. Donc l'Église ici est représentée avec les pieds sur la lune, le soleil derrière sa tête. Et l'Église ici va avoir un bébé. Et ce bébé, c'est l'enfant Christ. C'est la naissance de Christ en l'an 4 avant Jésus-Christ. L'enfant est amené au ciel. Et le dragon, la puissance du dragon, la puissance romaine que Daniel voulait comprendre, va maintenant persécuter l'Église. Elle voulait tuer l'enfant. Elle voulait tuer le Christ, mais Christ s'est échappé. Christ est monté au ciel. Il ne peut plus toucher Christ. Donc maintenant, il doit se concentrer sur l'Église. L'Église va aller dans le désert pendant 1260 années. Nous allons aller à la fin de ces 1260 années. Donc nous allons aller au verset 15. Et le serpent lança de sa gueule de l'eau, comme un fleuve en crue, après la femme, afin qu'elle soit emportée par le fleuve. Donc ce serpent-là a changé de forme. Nous comprenons que dans un sens primaire, les serpents ou les dragons représentent Satan, mais dans un sens secondaire, ils représentent la Rome païenne. La Rome païenne va également transitionner, elle, de la Rome païenne à la Rome papale. Nous sommes à la fin des 1260 années et nous avons la Rome papale ici qui va jeter de sa bouche de l'eau comme un déluge. Ça, c'est à la fin des 1260 années. Donc, je vais écrire déluge ici. C'est quoi ce déluge? Il est censé faire quoi? Engloutir la femme et la détruire. Souvenez-vous, l'Église se cache ici. Donc c'est quoi ce déluge à la fin des 1260 années? Si on lit Smith ou Haskell, ils vont vous dire que la terre qui a protégé l'Église ici, la terre au verset 16, et la terre aida la femme, que la terre qui a aidé la femme, c'est la réforme protestante. Mais Jones va vous dire que pour comprendre cette terre, il faut aller dans Apocalypse chapitre 13. Et qu'est-ce que la terre représente ici dans Apocalypse 13? Ce sont les États-Unis. Donc nous allons être d'accord avec Jones qui va dire que la terre sont les États-Unis. Et l'Église doit quitter l'ancien monde pour aller vers le nouveau monde. Il doit s'échapper et aller dans un autre continent où elle peut avoir de la liberté cette fois-ci, liberté de religion afin de survivre.
Qu'est-ce que c'était donc ce déluge que la papauté va utiliser pour essayer de détruire l'Église? C'est la contre-réforme. Avec la réforme, donc, on est assez familier avec la réforme. L'Église, donc, dans cette réforme, la papauté était tenue responsable pour sa corruption et ses erreurs. Avec la contre-réforme, la papauté va tenter, cette fois-ci, d'agir sur ces accusations. Donc ils sont d'accord avec pas mal de choses et ils veulent nettoyer leurs actions, nettoyer leur passé. Ils ont donc le concile de Trente qui se passe pendant plusieurs années. Je crois qu'il y a 3 conciles pendant lesquels ils tentent de nettoyer un peu la corruption qui existe parmi eux. Ils enlèvent par exemple les indulgences que Luther n'aimait pas. Ils ouvrent ou décident d'ouvrir des séminaires où tous les prêtres apprendront la même chose. Ils essaient de nettoyer un petit peu la corruption monétaire qui était présente, toutes ces choses en tout cas qui se passaient dans l'Église. Mais au niveau de la doctrine, ils ne faut pas abandonner par contre leur doctrine et leurs croyances. Donc afin de faire cela, ils sont impliqués cette fois-ci avec l'éducation, en ouvrant des écoles, en ayant des enseignants dans des écoles qui existent déjà. Donc ils vont inonder le système éducatif d'Europe avec des enseignements qui confirmeront leurs croyances. Et c'est ça l'inondation qui va amener l'Église dans le désert, la mettre en danger. C'est un déluge d'enseignements, un déluge de méthodologie même, qui doivent ils doivent agir par rapport à la réforme, parce qu'il y avait beaucoup de personnes avant d'être adventistes qui comprenaient les 1260 jours et 1798 et qui présentaient le fait que, eh bien, dans la Bible, qui présentait qui c'était dans la Bible dans la prophétie biblique. Nous voyons donc des méthodes telles que le futurisme, mettre la prophétie dans le futur, mettre tout dans le passé, également le spiritualisme, les enseignements d'Ignatius Loyola. Et même si on ne parle pas oublier la prophétie, ce dont vous avez besoin, ce sont les relations. On entend ça aujourd'hui dans l'Église générale, qui dit ne vous préoccupez pas de la prophétie, il faut avoir cette relation seulement avec Dieu. Ça, ce n'est rien de nouveau en fait. Donc il y a tous ces enseignements conçus pour détruire l'Église de Dieu dans le désert. Ça, c'est donc le déluge à la fin des 1260 années. Nous voyons un déluge au début qui impliquait les lois, mais également la doctrine et les enseignements. Et nous voyons également ces mêmes choses, ce déluge d'informations et d'enseignements à la fin des 1260 années. Et nous savons à partir de nos lignes que ce qui nous garde en sécurité d'un déluge, c'est les lignes. C'est le fait de soutenir le bateau pour empêcher que cette information et ce déluge renversent le peuple de Dieu. Donc, nous allons regarder un petit peu les déluges que nous voyons de Daniel et de l'Apocalypse. Alors, 538, comme un théologien l'a dit, c'est la métamorphose de Justinien. Il va passer donc de chef d'État à théologien, ou la transition de la Rome païenne au Saint-Empire romain. Le papisme césarien. On en parlera un petit peu plus de César par la suite. Une combinaison de pouvoir social et politique, d'un gouvernement séculier avec des puissances religieuses. Alors Maxime Gurgis, donc le déluge maximum, nous allons regarder son nom complet. Et pour comprendre son nom complet, nous devons comprendre la nomenclature romaine et comment les Romains utilisaient les noms, en tout cas. Comment est-ce qu'ils créaient leurs noms.
Nous allons donc écrire le nom complet ici. Donc c'est Q, stands for Quintus, qui veut dire Quintus. Fabius, Ensuite, il y a Fabius, Maximus, Maximus, Gurgis. Gurge. In Roman nomenclature, Quintus Dans la nomenclature romaine, Quintus, c'est son prénom. that means it's his first name. His personal Son prénom donc. Son nom personnel. Fabius is his name, Fabius, c'est son nomen, which we would say is a surname. qu'on dirait son nom de famille. Maximus Gurgis is Maximum Gurgis, c'est cognomen. we could call that a nickname. On pourrait dire que c'est un surnom, mais parfois, Because a nickname is a describing name. parce qu'un surnom, c'est quelque chose qui va décrire la personne. Family description. Donc ça pourrait être une description familiale. I'll explain that more. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Prenomen, Alors, le prénom. first name or your given name, just like that. Votre nom, le nom qui vous est donné. Given name. Personal name. Votre nom personnel. This is, I'll write it here, Roman nomenclature. Donc ça, c'est la nomenclature romaine. Je vais l'écrire ici. So we understand Maximus Gurgis. Nous comprenons donc que Maximum Gurgis veut dire déluge maximum. Il a reçu ce nom In his youth, parce que dans sa jeunesse, was dissolute. il a été dit qu'il a eu une jeunesse très, Consumed every luxury très compliquée. Il était dans des habitudes très gloutonneuses. things of his youth. Et dès qu'il est arrivé donc dans sa carrière publique, il a laissé de côté sa jeunesse très pleine d'indulgence. Et donc il est arrivé d'une manière un peu plus correcte. Il a changé donc par rapport à quand il était jeune. So, like I said, it's a nickname. It could also Comme je l'ai identify dit, c'est un nom qui peut lui être donné, qui identifie une branche particulière dans une famille. So, Fabius is his nomen. Donc Fabius, c'est son nom de famille. Now, the nomen is the Alors le nom de famille, c'est la partie la plus importante de votre nom. C'est le nom de votre clan. It distinguished what broad group Il distingue de quel groupe principal vous appartenez. Par exemple, si on parle de c'est Jules César, son nom c'était Gaius Julius César. Donc son prénom c'était Gaius. his clan, Son nom de famille, son nom de clan ou de tribu, ou parfois il l'appelait did you see that? gens. Can be tribal clan. Ça peut être donc un nom d'un clan ou une tribu. Tribe clan was Julia. Son nom de tribu c'était Julia. Was Et César était we'll talk more about that later. un nom donné, un surnom pour ainsi dire. Really was the most important. Donc votre nom de famille était le plus important. Julia, de Jules César, retraçait ses origines aux origines de Rome. It symbolized Ils avaient leur déclaré avoir une descendance de Vénus, ça symbolisait la puissance de votre nom. Comme Jules César était né pauvre, mais peu importe parce qu'il faisait partie du clan Julie. Et votre nom de famille vous donne ainsi votre autorité. who your family was. En fait, le plus important, c'est qui était votre famille, pas simplement vous, mais qui vous étiez. Vous étiez un Julia ou vous étiez un Barbia. Everything you did added or detracted. Tout ce que vous faisiez ajoutait ou ôtait de votre nom.
Nous savons ce que veut dire Maximum Gurgis. Qu'est-ce que Fabius veut dire? Cela veut dire or father, Faba ou Fava, or as we understand them, ou tel que nous le comprenons, ou moi en tout cas tel que je le comprends. Fabius being father, Donc, the father and Lord. qui veut dire donc des fèves. Fabius, des fèves. Father being known in much of the world. Les fèves étant connues dans le monde comme étant des fèves, ce sont les plantes qui sont les plus anciennes domestiquées. 58 countries C'est le plus utilisé. 58 pays le font pousser à large échelle. climate change Les fèves sont les meilleures par rapport au changement climatique, par rapport à sa capacité unique. coupled with its wide Sa capacité unique donc de pouvoir être utilisée malgré des environnements hostiles. Dans la Grèce et la Rome ancienne, les fèves étaient utilisées pour voter. Une fève blanche pour un oui et une fève noire pour dire non. Donc si je disais le nom par exemple Pythagore, peut-être que vous êtes familier avec lui. Si vous repensez par exemple à l'école de collège, Pythagore était Greek un mathématicien grec très connu, un philosophe et également un leader de culte, un leader donc de secte très bizarre, et ses disciples ne devaient pas manger de fèves. Et Aristote nous dit que la raison pour cela, c'est parce que c'était une protestation politique contre la démocratie. Pythagore n'aimait pas la démocratie. Les pythagoriens croyaient en oligarchie. Donc en tant que protestation politique, ils ne mangeaient pas de fèves. Donc les fèves étaient très connectées avec le vote et la démocratie. because of their À cause donc de leur forme, ils représentaient également les âmes des personnes décédées. Certaines personnes ne mangeaient pas des fèves parce qu'ils pensaient manger les âmes des personnes mortes. Traditionnellement, on les plantait le 2 novembre, so in Catholicism dans l'hémisphère nord en tout cas. Dans le catholicisme, novembre c'est le mois de la prière, ça commence avec le novembre 1 qui est le jour des saints. On prie pour tous les morts dans le ciel. Le 2 novembre, c'est toutes les âmes qui sont mortes. Ils prient pour toutes les âmes qui sont dans le purgatoire. Donc on pense par exemple au tremblement de terre de Lisbonne. Toutes les personnes qui étaient à l'église le 1er novembre étaient à l'église parce qu'ils devaient donc prier pour les morts. Le 2 novembre, ils n'ont pas pu le faire, ils sont décédés, mais ils devaient planter les fèves. Ensuite, on a par exemple, c'est une de ces traditions comme le Saint-Patrick, où on plante donc tous ces fèves. Le 2 novembre, le novembre en tout cas c'est le mois de la prière, le mois pour le catholicisme de la prière. Le 2 novembre c'est donc le jour de la prière pour toutes les âmes où on plante des fèves. means anything more than that. Je ne dis pas que ça veut dire plus que ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'intérêt. Donc, les fèves, ça veut dire l'élection, le vote, ce n'est pas nouveau. Le cri de minuit a premièrement été donné en 2018 en Arkansas. Ensuite, il a été répété en France, le mois suivant, ou 2 mois après. At the end of that, or during that, À la fin, ou plutôt pendant ce camp meeting en France, il y avait deux sessions de questions-réponses. Dans la première session de questions-réponses, il y a une question de l'audience par rapport à Fabius Maximus Gurge, demandant « Mais ça veut dire quoi Fabius ?» the answer Parce qu'on soulignait toujours Maximum Gurgis. La réponse de l'ancienne thèse, c'est « Je ne sais pas, je suis sûre que ça a une importance, mais je ne sais pas ». À la fin du camp meeting, dans la deuxième session questions-réponses, la question était encore présente. Qu'est-ce que veut dire Fabius? Et l'ancienne thèse a dit « Ce sont des fèves. Elles sont liées avec le vote. » and so just for the record, I'm Et donc pour l'enregistrement, with you to je partage avec vous aujourd'hui, of the movement. I do not comme étant un autre membre du mouvement, je n'ai pas je n'ai pas de lien particulier dans l'esprit de l'ancienne thèse, mais je me souviens qu'elle avait dit que le lien entre Fabius et le vote était présent quand elle l'a fait en 2018. Donc ces pensées sont restées avec moi, et maintenant je partage comment ces pensées se sont développées à travers le temps. Fabius. Father being fraud. Donc, Fabius, fèves, le vote, les élections.
So I want to go back to Alors je veux retourner dans une étude one on que j'ai partagée en 2021 sur le vote. have tweaked it a little because of how things have Alors je l'ai changé un petit peu par rapport à certaines choses qui se sont passées. J'ai voulu la raccourcir un petit peu, même si on ne sait jamais. Je vais partager mon écran. we're going to have a Nous allons avoir donc une petite histoire sur le droit des votes, en particulier en lien avec les we États-Unis. want to know the truth of Parce que nous voulons savoir la vérité de la quatrième bête et nous voulons comprendre le temps. connected with that. Voting rights Donc c'est lié avec ces droits de vote aux États-Unis. and political issues Cela a été donc une question politique et morale à travers toute son histoire. Nous allons donc parler des droits de vote. First of all, let's look at some Premièrement, nous allons regarder rapidement un tableau line brings qui présente a line of deux pensées présentes, la ligne de la progression et la ligne de la restauration. Donc nous allons parler un petit peu des droits en général. hein. line of progression, La ligne de la progression external history, nous donne une histoire externe. restoration. La ligne de la restauration nous donne l'histoire So we're interne. comparing two thoughts. Donc nous allons comparer deux pensées ensemble sur une seule ligne. On peut voir ici l'alpha et l'oméga de l'ancienne et de l'Israël ancien et moderne et comment les différents modes de communication se sont développés à travers le temps. Depuis donc le langage parlé, carvé, noté dans la pierre, jusqu'à aujourd'hui notre communication. Nous avons donc l'imprimerie. Pendant les 1260 années, ça a été un grand pas en avant. Nous pouvons également voir sur cette ligne la ligne de la restauration. La ligne de la restauration c'est l'histoire interne. L'histoire de la progression, c'est les modes de communication qui sont externes. La ligne de la restauration donc est également progressive. La progression de l'humanité, Éden à Éden. Et elle a une structure assez en chiasme. Et le point tournant se passe également au milieu des 1260 années. Donc la ligne de la progression nous permet de noter une grande avancée en 1440 avec l'imprimerie. Mais je voudrais suggérer que le point tournant dans la ligne de la restauration, ce n'est pas l'imprimerie, mais c'est Magna Carta de 1215, 225 ans avant, comme étant le début des droits humains. Le Magna Carta, c'est la veille, c'est le matin, si on peut dire l'aube des idéaux des droits humains. Voici une image de l'une des 4 copies restantes de Magna Carta que j'ai pu prendre en 2012. Je visitais le sud de l'Angleterre et c'était une copie là présente dans une cathédrale à Salisbury, au sud de l'Angleterre. C'était le jour avant que j'ai rencontré l'ancien Parminder d'ailleurs. On voyageait là-bas. Le nom complet c'était Magna Carta Libertatum, qui est le latin pour Grande Carte des Libertés. Mais elle est devenue connue comme étant la Magna Carta ou la Grande Carte. C'est l'un des documents les plus importants de l'histoire. Il a été écrit en 1215 pour résoudre un problème politique entre le roi John d'Angleterre et un groupe de barons qui défiaient le droit du roi Jean de dominer. Les barons anglais, qui étaient des hommes nobles, se sont tenus près du roi Jean et ont demandé à ce que son autorité existe dans la loi. Cela voulait dire qu'ils ne pouvaient pas punir ses sujets de manière injuste ou agir de manière arbitraire en dehors de la loi. King John, le roi John, a signé cette charte pour pouvoir garder le pouvoir. Les termes de la charte ont été négociés pendant 3 jours. Lorsqu'ils ont atteint un accord le 15 juin 1215, le gouvernement a été signé par les rois et les barons qui étaient également présents à Londres. Cela a établi le principe que tout le monde est sujet à la loi, même le roi, et garantit les droits des individus au droit de justice et au droit d'un procès juste. C'est un document très important parce que cela marque la première fois que le peuple anglais s'est tenu debout pour limiter le pouvoir du roi et mettre en avant leurs droits.
Donc le Magna Carta est vu comme une fondation aux droits humains. Ici, voilà les 4 principes clés. Personne n'est au-dessus de la loi, même pas le monarque. Personne ne peut être détenu sans cause ou preuve. Tout le monde a le droit d'avoir un procès par le jury. Une veuve ne peut pas être forcée de se marier et d'abandonner sa propriété. Ça, c'est une première étape majeure pour les droits des femmes d'ailleurs. Les femmes étant des femmes très riches, hein, pas toutes les femmes là dans ce cas-là. En une semaine, ça a été révisé, ça a été purgé de son contenu assez radical, mais en tout cas les concepts primitifs sont devenus les débuts de la règle par la loi. Bien sûr, ça n'a pas été un document qui protégeait les droits des Anglais généraux, ça protégeait uniquement les barons anglais et les veuves très riches. Mais le concept de ces droits individuels et des limites de la puissance gouvernementale avait commencé à grandir et à maturer cette fois-ci. Magna Carta était la graine de ces de ces concepts puissants donc de liberté et de gouvernement limité par la Constitution. Au XVIIe et XVIIIe siècle, ceux qui voulaient une réforme et des droits individuels beaucoup plus grands, une protection beaucoup plus grande, ont utilisé Magna Carta comme fondement. Ces idées sont donc au centre même de la Déclaration d'indépendance et de la Constitution des États-Unis. Nous allons donc nous allons avancer 500 ans dans le futur, au moment de l'illumination, qui a duré à peu près 130 ans. Il y a 3 étapes. C'est l'âge de la raison. C'était donc un mouvement culturel et social dans le XVIIIe siècle qui mettait l'emphase sur la raison au-dessus de la superstition et la science au-dessus de la foi aveugle. En utilisant la puissance de l'imprimerie, les illuminés comme John Locke, Isaac Newton et Voltaire ont questionné des connaissances acceptées et ont partagé de nouvelles idées sur l'investigation, l'ouverture et la tolérance religieuse à travers l'Europe et les Amériques. Beaucoup ont considéré que cette illumination était un point tournant important dans la civilisation, un âge de lumière qui remplaçait un âge de ténèbres. Donc l'idée principale de ces philosophes des Lumières, c'était donc la liberté et les droits dans les gouvernements et la religion. Voilà donc 4 philosophes clés. John Locke, il était très influent, il a établi le principe sur lesquels la démocratie moderne représentative sont basés, les droits inaliénables de vie, de liberté et de propriété. Inaliénables, ça veut dire qu'ils ne sont pas transmis, et on ne peut pas les transmettre à quelqu'un d'autre, on ne peut pas les abandonner et personne ne peut les prendre ou vous les enlever, ils sont innés. Charles Montesquieu parle de la séparation des pouvoirs dans le gouvernement. Et c'est celui qui nous a donné les 3 branches, judiciaire, législative et exécutive. Jean-Jacques Rousseau, il est célèbre pour avoir révisé les contrats sociaux. John Locke a parlé donc d'un contrat social. Les contrats sociaux, donc, c'est malgré que les personnes aient des droits inaliénables, ils doivent sacrifier un peu de leur liberté en échange de la protection du gouvernement pour leur vie, liberté et propriété. Et Locke a appelé cet accord entre le peuple et le gouvernement le contrat social. Et si un gouvernement enlève le peuple de ses droits en abusant de son autorité, le contrat, cette fois-ci, était brisé. Et le peuple alors n'était plus lié. Pour Locke, enlever le consentement voulait dire qu'on remplaçait un monarque avec un autre. Donc si le contrat était brisé pour John Locke, eh bien on enlevait ce roi et on en mettait un autre. Mais Jean-Jacques Rousseau a argumenté contre cela. Il a dit que les monarques n'étaient pas pleins de divinité pour pouvoir faire des lois, mais uniquement le peuple pouvait faire des lois. Ce n'est que sous la volonté générale que le peuple pouvait obéir uniquement à ce qu'il décidait et ainsi être libre. Il a parlé donc d'égalité dans la société.
qui ne peut pas exister sous un roi. On ne peut pas avoir un contrat social avec un roi. C'est comme ça que lui a révisé et amélioré l'idée d'un contrat social que Locke nous a donné. Voltaire parlait de la réforme sociale, de la séparation de l'Église et de l'État et de la liberté de parole. Même si ces philosophes des Lumières étaient avancés, Voltaire avait manqué de confiance envers la démocratie. Voltaire croyait que la personne commune ne pouvait pas prendre de décisions correctes par elle-même. Malgré tout, ces pensées des Lumières a eu un effet profond sur les Français, sur la Révolution américaine et française et les gouvernements démocratiques qu'ils ont produits. Donc les deux révolutions françaises et américaines ont été basées fondamentalement sur les idées des Lumières. Nous allons donc arriver à la Révolution américaine. C'était une lutte politique et militaire importante qui s'est passée entre 1775 et 1783, quand 13 des colonies américaines du nord de la Bretagne ont rejeté donc sa domination impériale. On ne peut pas avoir de contrat social avec un roi. La protestation a commencé en opposition aux taxes placées sans représentation pourtant coloniale au Parlement d'Angleterre. 19 avril 1775, la bataille de Lexington et Concorde. Les bruits de ces balles ont été entendus un peu partout dans le monde. C'est ce qui a lancé le conflit entre la Bretagne et les 13 colonies où 273 morts parmi les Britanniques ont été enregistrés. Nous marquons cela comme étant une balise également dans l'histoire. À ce moment, les Américains ont déclaré qu'ils ne cherchaient que leurs droits dans l'Empire britannique. Et alors, très peu des colonistes désiraient de manière consciente se séparer de l'Empire britannique. Mais alors que la Révolution a continué pendant les 12 prochains mois, la majorité des Américains croyaient de plus en plus qu'ils devaient sécuriser leurs droits en dehors de cet empire. Et ça, c'est une croyance basique de Jean-Jacques Rousseau. Le contrat social avait été brisé, et lorsqu'un gouvernement utilise le pouvoir du peuple, non seulement les citoyens ne sont plus autorisés, n'ont plus l'obligation d'obéir, mais ils doivent également se rebeller. 12 mois après, ou plus de 12 mois en tout cas, plusieurs mois après cette bataille, les États-Unis, l'Amérique déclare son indépendance. Cette déclaration de l'indépendance n'a pas été votée, elle n'est pas légalement obligeante. 56 personnes l'ont signé, mais c'est un document puissant. Abraham Lincoln l'a appelé un point pour bloquer la tyrannie et l'oppression. Et un de ses buts originaux était d'expliquer aux colonistes, leur expliquer qu'ils avaient le droit à la révolution et persuader les 13 colonies de la raison de se révolter. Ils devaient donc déclarer les causes qui les conduisaient à la séparation. Le Congrès devait prouver la légitimité de sa cause parce qu'elle venait juste de défier la plus grande nation sur Terre. Donc elle s'est déclarée indépendante. Dans cette déclaration, il n'y a pas de nouvelles pensées présentées. James Madison a dit que l'objet de cette déclaration était de soutenir la vérité, pas de découvrir de la vérité. On va lire en une portion. Nous tenons ces vérités comme étant logiques, que tous les hommes sont créés égaux et qu'ils ont, de par leur créateur, certains droits inaliénables, parmi lesquels sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Qu'afin de sécuriser ces droits, les gouvernements sont institués parmi les hommes, dérivant leur pouvoir du consentement des personnes gouvernées. Donc là, on peut reconnaître les pensées de Locke, qui dit la vie, la liberté et la propriété. La déclaration de l'indépendance, où Thomas Jefferson dit la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Parce que c'est quoi la poursuite du bonheur? C'est d'avoir de la propriété. C'est d'avoir des choses, d'avoir la liberté de posséder des choses. Comment
says governments are instituted among Il est dit que les gouvernements sont institués parmi les hommes, et il voulait dire hommes, hein, from the dérivant leur pouvoir juste du consentement des personnes gouvernées. consent here is Le consentement ici social. est fondamental au contrat social. It is a condition urged by men. C'est une condition Requirement for legitimacy. soutenue par beaucoup comme étant une obligation pour un gouvernement légitime. Govern have to give their Donc les gouvernés doivent donner leur consentement. the authority of a government should depend L'autorité d'un gouvernement doit dépendre du consentement du peuple, tel qu'exprimé par les votes dans l'élection. so the only way the people La seule manière donc dont le peuple peut consentir, by voting in an election. c'est en votant en une How élection. would Americans consent to Mais comment les Américains seraient-ils consentants à être gouvernés? Qui devrait voter? Comment devraient-ils voter? Les fondateurs ont vraiment lutté avec ces questions. Ils se demandaient quels sont les droits des minorités. Maintenant, à leur époque, cela voulait dire s'occuper des droits des propriétaires. S'occuper, se demander peut-être qu'ils seraient dominés par les votes de ceux qui n'auraient pas de terre. Et Madison a décrit le problème ainsi. Le droit au suffrage est un article fondamental dans les constitutions républicaines. Le suffrage, donc, c'est les votes. La régulation en est une tâche qui est très délicate. Permettre le droit de voter exclusivement aux propriétaires et le droit des personnes peut-être opprimées. L'étendre à tous et le droit des propriétaires pourrait être dépassé par une majorité qui n'a pas de propriété. Donc il dit, vous voyez le problème présent, il luttait vraiment avec ce problème. Comme quoi, à qui donner le droit de voter? Il pouvait voir le problème présent dans les deux cas. Là, c'est John Adams en 1787. Si une majorité devait contrôler toutes les branches du gouvernement, les dettes seraient premièrement abolies, les taxes seraient ensuite très chères sur les riches et pas sur les autres, et enfin, une vision égale de toutes les choses serait exigée et votée. Donc c'est quoi le problème? On aurait l'égalité. Alors ça, c'est ce qui se passait en fait aux États-Unis, dans les différents États, 13 États, pendant ces congrès continentaux. Les États étaient en train d'implémenter des idées populistes. Et ils taxaient les riches et enlevaient les dettes. Ils écoutaient la voix du peuple. Mais cela n'a pas été fait de manière très sage, et cela se terminerait en crise financière. Donc les fondateurs, en fait, luttaient vraiment avec cette idée de comment pouvons-nous protéger les minorités, les droits minoritaires, et pourtant avoir la domination majoritaire. Et ça, c'est la tension qui est présente dans la démocratie dès le début. Donc lorsqu'on pense à la démocratie originelle telle qu'elle était présente en Grèce, ça c'était une domination par la foule, et ça devait être, il y avait besoin qu'il y ait des différents éléments pour protéger les minorités. Nous allons donc regarder l'histoire de vote dans les États-Unis parce que ça a été un chemin très long et difficile. Nous allons présenter les documents basiques. Voilà donc la Constitution des États-Unis le 4 mars 1789. À l'époque donc de sa fondation, lorsque la Constitution a été écrite, très peu de personnes avaient le droit de voter. Pendant près du premier siècle de son existence, ce n'étaient que les hommes blancs, âgés de plus de 21 ans, et parfois uniquement les hommes blancs qui possédaient des terres de plus de 21 ans, pouvaient voter. Donc il fallait être blanc, c'était raciste, il fallait être un homme, c'est sexiste, il fallait être propriétaire, ce qui était de l'économisme ou du classisme, donc la majorité des personnes n'étaient donc pas représentées. Et en fait, dans la première élection, l'élection qui a élu George Washington, seulement 6% de la population a voté.
ou étaient éligibles en tout cas à voter pour cette élection. Et encore moins, en fait, lorsqu'on pense au fait qu'ils devaient passer, ils devaient passer par le collège électoral. Donc dans la Constitution, il n'y a pas de droit à voter. La Constitution garantit beaucoup de droits, y compris le droit à la liberté de parole et de religion. Mais telle qu'elle existait en 1788 et a été ratifiée en 1789, et telle qu'elle existe aujourd'hui en 2024 avec ses 27 amendements, il ne contient pas malgré tout un droit express de voter. Mais même si on n'a pas cette garantie, ça nous dit beaucoup de choses sur le vote. Le mot vote est présent plus de 40 fois. Donc, où en sont les droits de vote? Est-ce que les pères fondateurs ont oublié de parler là-dessus? Ont oublié de dire que les gens auraient peut-être le droit de voter? Peut-être que c'est ce que ça semble dire, mais ils luttaient beaucoup avec cela. Donc pourquoi est-ce que, en fait, ça n'a pas été présent dans la Constitution? Premièrement, il y aura une bataille pour ratifier cette Constitution. Il doit être approuvé par l'État. Et à ce moment-là, vous avez deux camps. Vous avez les fédéralistes et les antifédéralistes. Les fédéralistes étaient pour l'unité des différents États et avoir un gouvernement fédéral. Et on avait les antifédéralistes qui voulaient garder les différents États séparés. Les antifédéralistes donc se sont opposés à l'adoption de la Constitution et des États-Unis. Les antifédéralistes ont exigé que la puissance de vote devrait rester principalement à être dirigée par les différents États et pas le gouvernement fédéral. Donc on ne peut pas vraiment dire que la Constitution a fait un compromis sur ce sujet. Ils n'ont pas fait de compromis, ils ont juste accepté. Ils ont dit OK. Et ils ont donné aux États le pouvoir de gérer les élections. Mais cela a également permis au Congrès le droit donc d'entrer en jeu s'il y avait besoin. Donc on va lire la section 4 du premier article. Le temps, lieu et la manière des élections pour les sénateurs et les représentants sera prescrit par chaque État par sa législature. Mais le Congrès peut à quelques moments par la loi altérer une telle régulation, sauf aux différents endroits choisis par les sénateurs. Donc la Constitution, en fait, a fait un compromis ou a accordé aux États le pouvoir de gérer les élections, mais il a également permis au Congrès de prendre sa place s'il y avait besoin. Donc ça, c'est quelques concessions qui ont dû être faites pour ratifier la Constitution. La deuxième raison pour laquelle les droits de vote ne sont pas dans la Constitution, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas pensé que les États empêcheraient à ces citoyens de voter, parce que ça serait un rejet d'une forme républicaine de gouvernement. Et c'est pourquoi cette clause de garantie est présente ici. Elle ouvre la porte pour une intervention fédérale au cas où les États feraient cela. Mais ils n'ont jamais vraiment cru qu'un État oserait interdire à ses citoyens de voter. Parce que les fondateurs ont vu le vote, ou en tout cas pour les hommes blancs de l'époque, ont vu que le vote était tellement central à l'idée de l'Amérique qu'ils ne pensaient pas que les États voudraient faire cela, malheureusement. Le fait de laisser le contrôle des élections aux États individuels ont conduit à des pratiques de vote très injustes aux États-Unis. Premièrement, donc des hommes blancs avec des propriétés qui pouvaient voter. Et ensuite, les non-propriétaires ont pu voter. Et en 1860, la plupart des hommes blancs sans propriété pouvaient voter, mais les Afro-Américains, les femmes, les Américains natifs et les personnes qui ne parlaient pas anglais, entre l'âge de 18 et 21 ans, ont dû se battre également pour le droit de voter. On va faire une petite digression ici, je vais poser une question. Quel type de gouvernement est-ce que les États-Unis possèdent?
Et en fait, a democratic republic. c'est une république démocratique. Si je devais donc dire, ok, présentez-moi une image d'une pomme et que je vous demandais ce que c'était et quelqu'un disait c'est une pomme, ça ne serait pas, ce serait pas une mauvaise réponse, mais ça ne serait pas toute l'histoire parce que ça pourrait être une pomme Granny Smith, ça pourrait être une Pink Lady. Il y a beaucoup de types de pommes. Donc pour dire que les États-Unis c'est une démocratie, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vraiment, Not entirely correct. ce n'est pas entièrement correct. In a democratic republic, Donc dans une république démocratique, power to les citoyens reçoivent le pouvoir de participer à la représentation du système politique à la fois dans la République et la démocratie. Les citoyens ont la puissance de participer dans un système politique représentationnel pour élire des personnes qui représentent leur intérêt dans la manière dont le gouvernement fonctionne. Donc les États-Unis, comme la plupart des nations modernes, n'est pas une république pure ou une démocratie pure, c'est un hybride. Et la différence principale, c'est l'étendue qu'ont les personnes dans l'élection du gouvernement. Parce qu'on pourrait penser que la majorité, c'est la bonne chose, mais qu'en est-il lorsque la majorité est raciste ou homophobique ou patriarcale? Est-ce que vous voulez que cette majorité supprime les droits des minorités? Et c'est là où se trouve la tension fondamentale dans une démocratie. Comment protéger la majorité, mais le faire d'une manière que la majorité protège malgré tout les droits des minorités. Ce qu'ont fait donc les pères fondateurs, c'est qu'ils ont créé des institutions telles que le collège électoral qui empêchent l'élection directe d'un président. Et le Sénat, qui donnait une représentation égale aux États, avec de très grandes populations et ceux avec des plus petites populations, ont également eu un compromis pour donner au Sud un nombre de voix disproportionné, c'est-à-dire les 2 tiers, le compromis des 2 tiers. Ils ont créé ces 3 institutions, le collège électoral, le Sénat et le compromis des 2 tiers. Non, les 2 cinquièmes, pardon, le compromis des 2 cinquièmes. Il y a eu des concessions pour qu'ils puissent ratifier la Constitution. Donc ces 3 institutions ont en fait été créées pour bloquer un petit peu la démocratie. L'institution clé qui restreint la majorité, c'est le Sénat. Donc à l'époque, lorsqu'ils essayaient d'organiser la manière dont tout cela fonctionnerait et ce Sénat, les pères fondateurs voulaient en fait une représentation proportionnée. C'est-à-dire que si vous étiez un État, par exemple la Virginie, avec la plus grande population, vous aviez la plus grande représentation. Alors qu'un État tel que Delaware, qui était le plus petit à l'époque, qui faisait la plus petite représentation, et le Delaware a dit non. Si vous ne nous donnez pas la même quantité de représentants que les plus grands États, nous, on part. On va rejoindre la France. Et c'est 10 ans après la Révolution. Et vous avez de petits États qui menacent de rejoindre d'autres pays. C'était une crise. C'est pour ça qu'ils ont dit, ok, les grands États auront 2 sénateurs, les petits États auront 2 sénateurs. Et ainsi, aujourd'hui, on a la Californie, par exemple, avec une très grande population, une démographie très grande, 67 fois plus grande que, par exemple, le Wyoming. Mais pourtant, il est à 2 sénateurs, et le Wyoming a 2 sénateurs, qui est une démographie, cette fois-ci, plutôt blanche et rurale. Ce sont ainsi des institutions qui ont été placées pour bloquer la majorité. À nouveau, donc, lorsque je dis que les pères fondateurs considéraient les droits des minorités, les minorités qu'ils considéraient, c'était eux-mêmes. Hein. Parce que les propriétaires blancs étaient une minorité, en fait, à l'époque. Hein. Les propriétaires de terre blancs.
hommes. Et même les États du Sud, les propriétaires d'esclaves étaient minoritaires. Donc le compromis 3-5, 3/5e, je vais dire que j'assume que vous comprenez ce que ça veut dire. Sinon, cherchez sur Google. Cela leur donnait une représentation égale qu'ils n'auraient pas eu sinon. Cela a eu des effets très conséquentiels, de très grandes conséquences aujourd'hui. Lorsqu'on pense à la protection des droits de la minorité, on pense à la protection des minorités vulnérables, des personnes persécutées, mais comme je l'ai dit, les pères fondateurs étaient préoccupés d'un groupe privilégié minoritaire en fait eux-mêmes. Et ce que nous voyons actuellement, c'est que nous voyons ce même type de choses où minorités blanches, sexistes, conservatrices essaient de supprimer le pouvoir d'une majorité gouvernante multiraciale diverse. Et ça, c'est une situation très dangereuse pour la démocratie américaine. L'exemple principal, par exemple, c'est la Cour suprême. Pour la première fois dans l'histoire américaine, 5 des 6 juges conservateurs sur la Cour suprême ont été conduits par des présidents qui ont perdu le vote initialement et ont été confirmés par des sénateurs qui représentaient une minorité des Américains. Donc la Cour suprême est un produit de direction minoritaire, pas majoritaire. C'est un produit de 2 institutions, le collège électoral et donc la mise en place de sénateurs américains. Ce sont des institutions biaisées parce qu'ils violent le principe d'une personne, un vote. On va peut-être s'arrêter là à cause du temps. Alors, ça c'est un des problèmes avec l'originalisme. Pour revenir sur une autre pensée, parce que si on retourne dans le temps, on doit reconnaître que James Madison et beaucoup des autres concepteurs n'étaient pas contents avec les concessions qui devaient se faire pour ratifier la Constitution. Ils n'étaient pas contents de la manière dont le Sénat et le collège électoral avaient choisi. Ils n'étaient pas d'accord avec ces 3/5e. Ces compromis. Il y avait des concessions pour que ce soit ratifié, mais ils ont vu là où les problèmes étaient présents et là où ça pouvait nous conduire. Ils voulaient donc un corps, un élite. Ils étaient préoccupés par eux-mêmes en tant que minorité, mais ils pouvaient également voir là où cela les dirigerait. Les États-Unis ne seraient pas une démocratie par la suite. Donc la Constitution a vraiment été ratifiée pour bloquer la démocratie. Mais ça ne devrait pas rester comme ça. Si c'était un document vivant, il aurait dû, tel que ça a été le cas, des amendements pour étendre le vote par la suite. Ok, on va avancer. Nous allons regarder un autre et nous allons terminer par la suite. 1863. Nous marquons cela sur notre ligne. Acte 27, c'est là où le navire sort de son chemin. 1863 donc est un point tournant dans la guerre civile. Nous arrivons au 1er janvier où le gouvernement a donné la proclamation de l'émancipation. Cette proclamation était un ordre présidentiel et n'était pas une loi passée par le Congrès. Donc Lincoln l'a poussé. Il poussait pour un amendement anti-esclavage dans la Constitution, mais cela arriverait par la suite. Cette proclamation a vraiment été juste pour unifier et fortifier son parti, pour les aider à rester au pouvoir pendant les 2 décennies suivantes. Nous allons lire une portion de cette émancipation, cette proclamation. Elle a été écrite en 1862, mais arrivée en effet le 1er janvier 63.
Au premier jour de janvier, dans l'année de notre Seigneur 1863, toutes les personnes tenues comme esclaves dans n'importe quel État ou partie d'un État, les personnes donc qui seraient en rébellion contre le roi des États-Unis, seront par la suite libres. Et le gouvernement exécutif des États-Unis, y compris l'autorité militaire et navale, reconnaîtront et maintiendront la liberté de telles personnes et ne feront aucune action pour réprimer de telles personnes dans des efforts qu'ils feraient pour leur liberté. Ce que nous voulons noter ici, c'est qu'elle donne de la responsabilité aux forces fédérales pour maintenir la liberté des personnes libres. Donc la responsabilité est ainsi placée sur les forces fédérales. Maintenant, par la suite, cela arrive en effet au début de 1863. La bataille de Gettysburg, c'est le point tournant dans la guerre civile, c'est en juillet. Et ensuite, dans l'année, en décembre, Abraham Lincoln va donner la déclaration de Gettysburg. Il dédie un cimetière aux soldats qui sont morts dans la guerre jusqu'à présent à Gettysburg, Pennsylvania. Et l'après-midi du 19 novembre, il donne cette déclaration donc à Gettysburg. Ah, désolé, voilà, c'est ça. 70 ans auparavant, nos parents ont amené sur ce continent une nouvelle nation, conçue dans la liberté et dédiée à la proposition que tous les hommes sont créés égaux. Nous nous résolvons donc ici à que ces personnes mortes ne soient pas mortes en vain, que cette nation sous Dieu aura une nouvelle naissance de liberté, que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne périssera pas de la terre. Donc des milliers de soldats sont tombés à Gettysburg pour que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ne périsse pas de la terre. Et apparemment, un gouvernement du peuple et par le peuple, c'était celui que le peuple aurait choisi. Quel peuple maintenant? Tout le peuple qui sont créés égaux. Donc la seule manière dont un gouvernement peut être du peuple, c'est à travers un vote juste et libre dans les élections. En 1865, la guerre civile est terminée et nous voyons le début de la reconstruction. 1865 à 1877. L'acte de reconstruction de 1867 a permis aux États du Sud d'être réunis dans l'Union. Son but principal était d'amener les États du Sud en participation totale politique dans l'Union, en garantissant des droits aux anciens esclaves et en définissant de nouvelles relations entre les Afro-Américains et les Blancs. Cela demandait 3 importants amendements à la Constitution. En 1865, donc, le 13e amendement va abolir l'esclavage. 1865, à nouveau, le 14e amendement donne la citoyenneté à toutes les personnes qui sont nées ou naturalisées aux États-Unis, y compris d'anciennes personnes esclaves, et garantit à tous les citoyens une protection égale de la loi. Et ensuite, le 15e amendement, les droits des citoyens des États-Unis à voter ne sera pas dénié ou empêché par les États-Unis ou par n'importe quel État à cause de sa race, de sa couleur ou de sa condition précédente de servitude. Donc ce sont là les mots du 15e amendement et le Congrès va prendre une action immédiate. Et dans les années 1870, il va mettre en place l'acte pour s'assurer que les Afro-Américains puissent voter. L'acte d'application de loi, c'est cette période de 10 ans de reconstruction qui est vraiment un âge d'or. Les troupes fédérales ont été dans le sud et à cause de leur présence dans le sud, à cause de l'application de la loi et de ce 15e amendement, il y avait des sénateurs noirs du Mississippi qui ont été votés, il y a eu des gouverneurs noirs de Louisiana,
C'était vraiment une période de 10 ans très merveilleuse. Nous allons nous arrêter ici par rapport au temps et nous reviendrons et nous regarderons cette fois-ci à ce qui s'est passé à la fin de cette ère de reconstruction et comment les droits de vote ont reculé et ce qui a dû être fait par la suite. Juste un rappel que nous regardons aux droits de vote parce que nous sommes retournés dans nos lignes d'acte 27. Nous avons noté la loi du dimanche qui est symbolisée par Fabius Maximus Gurgius et nous avons noté que Fabius, c'est les fèves qui sont utilisées pour le vote, les élections. Donc nous regardons un petit peu l'histoire des droits de vote dans la Terre glorieuse. Je vous invite donc à prier avec moi. Cher Seigneur qui est au ciel, nous te remercions de ce qu'il y ait eu des événements externes à l'Église, où des personnes ont vu les différents problèmes de la protection des droits humains. Nous comprenons ainsi comment cela se relie à nous et comment nous devons voir les événements externes aujourd'hui et comment cela affecte notre ligne de restauration d'Éden en Éden. S'il te plaît, aide-nous à comprendre ce qui est nécessaire, à mettre de côté ce qui n'est pas nécessaire et à voir comment ton caractère doit être vu dans ton peuple et comment nous devons nous traiter les uns les autres. Nous demandons cela dans le nom de Jésus. Amen.